Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que votre semaine a bien débuté. Ici on est mardi, j'ai pas du tout eu le temps de vous prendre hier. Et j'ai même pas eu le temps de lire, du coup c'est la grosse frustration puisque je suis là-dedans, Fuir l'Éden de Olivier Dorchamps aux éditions Finitude et que comme vous avez dû le comprendre dans le précédent vlog, je suis complètement fan, complètement addict de ce roman. Complètement addict à ce roman plutôt. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, donc mardi, je suis rentrée faire ma pause déj à l'appart parce que j'avais plein de choses à ranger, que j'avais pas eu le temps de ranger ni hier ni ce matin. Enfin bref, remettre un peu l'appart en état. Et en fait, j'ai pas réussi. Enfin, j'ai pas réussi. J'ai laissé de côté le rangement. J'ai mangé et en même temps que je mangeais, je lisais ce livre. Là, je vais repartir au taf à pied. Je pense que je suis à deux doigts de lire en marchant. Ce livre vraiment m'habite complètement. Enfin voilà, pour rappel, il s'agit donc de Adam qui vit dans une cité en périphérie de Londres, cité qui s'appelle l'Éden. Donc il vit avec en fait son père qui est alcoolique, qui est violent, qui ne travaille pas. Il vit avec sa petite sœur Lorraine. Et en fait, il se donne vraiment pour mission de protéger Lorraine et de lui offrir un avenir un peu potable. Et en fait, leur maman est partie en laissant une lettre un jour. Et en fait, a priori, elle est partie en Espagne. Partie puisque c'était une femme battue et qui, à de nombreuses reprises, a failli y passer. Et du coup, bah forcément, ce père que Adam appelle l'autre, enfin qui est appelé l'autre dans le roman, s'en prend en fait à Adam et répercute cette violence sur son fils jusqu'au jour où Adam se rebelle. Et à partir de ce moment-là, je pense que l'autre a compris qu'il fallait pas trop s'y frotter à Adam. Et d'ailleurs, à un moment dans le livre, il y a une scène assez violente et assez dure. Je crois qu'au moment de cette scène, Adam doit avoir une petite dizaine d'années, 13 ans je crois. Et on ne sait pas pourquoi, son père s'en prend à lui d'un coup. Et c'est super violent. C'est vraiment super violent. Et c'est suite à cette scène que Adam va menacer son père. Et où le père va dire ok d'accord, vas-y fais pas le con, j'arrête quoi. Donc du coup on suit en fait ce personnage qui a 17 ans maintenant, qui du coup vit avec Lorraine, sa sœur, avec son père, et qui en fait essaye de s'en sortir, ou en tout cas essaye de s'élever un petit peu. Et il rencontre du coup Claire, qui est une femme aveugle, et chez qui il se rend 3 fois par semaine pour lui lire des livres. Et c'est ainsi qu'il découvre un peu plus la littérature, qu'il découvre Shakespeare notamment, et voilà qu'il tente un peu comme ça de se sortir de cette cité de l'Éden par le biais de cette femme. Mais pas que, puisqu'il va aussi rencontrer Eva. Eva qui est une jeune fille qui a à peu près le même âge que lui et qui pour le coup elle donc est polonaise et qui vit dans un très beau quartier, qui est issu d'une famille plutôt aisée, voire très aisée. Et pareil en fait il va se faire... Alors j'en suis pas au moment où... Enfin j'en suis au moment où... Bon bref, non je vais pas vous raconter, mais en tout cas il rencontre cette jeune femme qui du coup n'est pas du tout issue du même milieu que lui. Et en fait j'ai la sensation qu'il va faire en sorte d'être digne d'elle. Voilà, et c'est un peu... En fait il y a plein de... Depuis que j'ai découvert que le titre Fuir l'Éden, Jardin d'Éden, que le personnage s'appelait Adam, que du coup la jeune fille s'appelle Eva, j'essaye en fait de voir plein de petites concordances comme ça ou de symboliques. Et Claire, donc la personne aveugle chez qui il va lire, n'arrête pas de lui parler de Shakespeare, et n'arrête pas de faire des références à Roméo et Juliette. Et du coup clairement leur différence dans leurs origines socioculturelles. Donc Adam qui est issu d'une banlieue vraiment craignos, banlieue, voilà, vous imaginez la banlieue qui flirte entre les viols collectifs, la drogue, l'alcool,
le multiculturalisme, enfin voilà, vraiment l'image qu'on se fait d'une banlieue en périphérie de Londres est telle qu'elle est décrite en fait dans le roman. Donc il y a un peu, voilà, un milieu et du coup le milieu de Eva qui est complet à l'opposé et du coup ça fait penser un peu à Roméo et Juliette. Alors pour le coup dans la pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette sont quand même issus de deux familles plutôt aisées, de deux familles plutôt influentes de Vérone, mais toujours est-il que ce sont deux familles qui ne peuvent pas se côtoyer puisqu'elles sont ennemies. Et en fait, oh là là, cette mèche c'est pas possible. Et en fait ça me fait penser du coup, enfin je trouve qu'il y a un écho entre les références que fait Claire à Roméo et Juliette et du coup l'histoire comme ça qui débute dans deux mondes différents de Adam et Eva. Voilà, donc j'en suis à un peu plus de la moitié. Je lisais là en mangeant, je pense que je vais lire en marchant. De toute façon, mon chemin c'est tout droit donc je peux pas me planter. Mais j'adore, mais j'aime tellement, j'aime tellement. Voilà. Je devais commencer pour la lecture commune hier L'ombre de la menace de Rachel Kane, pardon. Du coup hier on avait du monde à la maison, j'ai pas du tout le temps de le commencer donc j'aimerais pouvoir le commencer ce soir dans l'idéal. Et j'ai eu une petite réception aujourd'hui de la part des éditions Le Duc, donc j'imagine Charleston, d'un livre. De toute façon je vois pas ce que ça peut être d'autre, de la part des éditions Charleston. Et c'est... Ah, c'est le Ondine Kaya. Alors si c'est ça... Ouais, Ondine Kaya, c'était... Ouais, voilà, le parfum de l'exil. Pardon, on a été coupé. J'avais la tête baissée, je ne savais plus où j'en étais. Du coup, j'ai reçu le roman, le nouveau roman de Ondine Kaya, Il ne faisait que rêver. Ondine Kaya, je sais pas si vous vous souvenez, c'est celle qui a écrit Le parfum de l'exil. Je vous remettrai la couverture là. Que j'avais mais adoré sur un rapport mère-fille et de génération de femmes autour du coup de la... Mince, j'ai perdu le mot, mais je vais vous le dire. Est-ce qu'il le précise là ou pas, que je vous dise pas de bêtises? Attendez, je vais chercher le livre et je vous redis. Voilà, c'est ça. Donc c'était celui-ci, Le parfum de l'exil, donc de Ondine Kaya, sur le génocide arménien. Et du coup c'était vraiment autour d'une histoire de famille, histoire de femmes de génération en génération. Ce livre m'avait vraiment profondément touchée. J'avais adoré. Je pense que vous pouvez, enfin c'est pas je pense, je suis sûre, c'est que vous pouvez retrouver d'ailleurs mon avis sur ce livre sur mon compte Instagram. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y, c'est magnifique. Si vous êtes un peu... si les rapports comme ça de plusieurs femmes au fil de plusieurs générations au centre du coup d'une douleur familiale et d'un épisode qui comme le génocide arménien qui clairement laisse des traces de génération en génération, même les générations qui ne l'ont pas connu directement. Toujours est-il que waouh, ce livre il m'avait laissé une trace un peu indélébile et du coup là c'est son nouveau livre. Et je suis trop contente de le recevoir. Alors, je vais vous dire de quoi ça parle. Je regarde juste s'il y a les avis des copines des lectrices Charleston, mais j'ai pas l'impression. Ah non. Ah ouais, non, il n'y a pas les avis des copines, je pensais qu'il y aurait. Alors, il s'agit de quoi? En Inde, face aux Ganges pollués, Tali et Alisha se font une promesse du haut de leurs 9 ans, unir leurs forces pour changer le monde. 20 ans plus tard, à Paris, devenues de ferventes militantes écologistes, elles organisent une grande marche pour le climat. Pour la première fois, la jeunesse défile en même temps dans toutes les capitales du monde, mais de violentes explosions anéantissent brusquement leur espoir d'un avenir meilleur. Face à cette menace, les gouvernements prennent alors une décision radicale, celle d'entrer d'une manière inédite dans l'intimité des citoyens. Jusqu'où sont-ils prêts à aller? Soudain, les rêves et les promesses d'enfance deviennent plus importants que jamais. Après le succès du parfum de l'exil, Ondine Kaya s'empare une nouvelle fois des grandes questions au cœur de son travail. Peut-on tout vendre et tout acheter? Quelle valeur donner à la vie humaine? Un vibrant plaidoyer pour notre humanité commune.
Bah franchement, s'il est au même niveau que le parfum de l'exil, ça va être génial. Mais c'est vrai que là, du coup, le parfum de l'exil, c'était le premier Ondine Kaya que je découvrais. Donc forcément, bah, j'en attends forcément beaucoup. Ah, c'est sympa, il y a une note, il y a une note sur le roman. Il y a une note sur le roman, donc je ne vais pas vous lire, mais que je lirai parce que du coup, elle parle un peu de la jeunesse de l'écriture de ce livre. Ouais, je le lirai, je ne vais pas vous lire parce que c'est assez long. Je le lirai, mais du coup, s'il y a des choses que je retiens et qui font un peu écho, je vous en parlerai. Mais ouais, je suis trop contente, je m'attendais pas à recevoir celui-ci aujourd'hui. Trop bien, bon bah c'est cool, enfin en tout cas vous l'aurez compris, je suis toujours donc dans Fuir l'Éden d'Olivier Dorchamps et je vais me lancer dans le Rachel Kane, voilà, idéalement aujourd'hui. Voilà, ce fut un début de vlog un petit peu long mais j'avais pas mal de choses à vous dire, voilà donc et je vous laisse et je vous reprends demain, j'espère, avec un update de Fuir l'Éden et un avis de début de lecture sur L'ombre de la menace. Et je vous laisse. Et bonjour tout le monde, nous sommes vendredi. Je remets mon petit col. Bon, cette semaine de vlog, c'est un peu une catastrophe, je dois vous avouer. J'ai peu eu le temps de vous tourner des vidéos. Mais toujours est-il que j'ai enfin fini Fuir l'Éden d'Olivier Dorchamps et que définitivement, alors je vous en ai beaucoup parlé et je vous en parle précédemment dans cette vidéo, donc je vais pas vous refaire le topo, juste un résumé rapide que on a donc Adam, ah, il y a des petits oiseaux, on a Adam qui habite du coup à l'Éden qui est un quartier vraiment craignos de la périphérie de Londres, qu'il a deux amis qui s'appellent Pavel. J'ai un trou là. Pavel et Ben. Et ouais, Pav et Ben. Et Adam donc vit avec sa sœur Lorraine, avec un père qui est alcoolique et très violent. Et sa maman a quitté le foyer familial puisque c'était une femme extrêmement battue et qu'elle a failli y perdre la vie. Donc elle a décidé de partir de l'Éden. Et donc du coup on va suivre Adam dans sa vie au quotidien et dans sa rencontre avec Eva sur un quai de gare. Et Eva, elle, fait partie d'une très grande famille plutôt bourgeoise, un papa architecte, elle vit dans une très belle maison, enfin voilà, elle n'a pas de difficultés particulières. Et du coup ça va être la rencontre un peu de ces deux mondes, en plus de voilà cette envie qu'a en fait Adam de fuir l'Éden avec sa sœur et de pouvoir s'offrir un avenir un petit peu plus radieux. Bon bah, enfin, définitivement faut le lire, je ne peux pas vous dire autre chose que ça. C'est une plongée vraiment intime et violente dans la vie d'un adolescent qui essaye à tout prix de s'en sortir, qui essaye à tout prix de ne pas tomber dans les travers d'une vie en banlieue, à savoir le trafic de drogue, le vol, le proxénétisme, enfin du coup c'est ça, c'est genre il est en surnage constant pour garder la tête hors de l'eau et ne pas se laisser happer par la facilité en tout cas de se dire bah de toute façon mon avenir ça ne peut être que ça puisque de tous les cas voilà je vis à l'Éden et dans l'Éden et du coup et d'ailleurs gros contraste entre l'Éden, le jardin d'Éden et puis bah ce qui est réellement en fait ce lieu qui ne ressemble en aucun cas au jardin d'Éden qu'on connaît dans la Bible. Mais en tout cas l'image est assez saisissante, même si je ne l'ai pas capté au début, que je l'ai capté en vous en parlant dans la dernière vidéo du lien entre l'Éden, Adam, Ève, Eva. Enfin bon voilà, forcément il y a toute une symbolique avec un tantinet, je trouve aussi une petite rêve quand même à Roméo et Juliette de Shakespeare avec voilà ces deux êtres qui au final viennent de deux milieux différents, qui sont très différents et qui ne peuvent pas s'aimer.
ou en tout cas de façon, enfin voilà, c'est compliqué, c'est pas si évident que ça. Mais en tout cas, je dirais pas que c'est immersif, mais en tout cas, c'est poignant. Et il y a des passages, waouh! C'est-à-dire qu'on est dans la lecture, on est pris dans la lecture, c'est passionnant, c'est social, c'est beau parfois sous certains aspects de voir ce qu'Adam met en place et comment dans sa tête il réfléchit. En plus, on a des petits flashbacks à chaque fois au fur et à mesure très bien, qui sont très bien intégrés dans le roman, qui nous perd absolument pas, qui apportent justement un plus à l'instant T. Et du coup, enfin, c'est une super lecture. Encore une fois, les éditions Finitude, mais bravo de nous avoir sorti un manuscrit pareil et de lui avoir laissé sa chance parce que, enfin voilà, en tout cas, pour l'instant, je le vois pas trop circuler sur Instagram et c'est dommage parce qu'il y a des livres comme ça qui méritent vraiment de circuler sur Instagram. Et, euh, et voilà, et j'espère vraiment que mon avis vous aura convaincu. Et même si voilà, c'est super dur Je trouve que c'est plus dur en fait de parler d'un livre qu'on a adoré que de parler d'un livre qu'on n'a pas aimé. Et voilà, en fait, euh, le meilleur mot, la meilleure phrase qu'on peut dire, c'est juste lisez-le en fait. Lisez-le, regardez ma vidéo précédente. Et voilà, et vous comprendrez que vraiment ce livre, il est... voilà. En fait, j'ai pas d'autres mots. Je suis toujours dans le Rachel Kane, l'ombre de la menace. J'avance bien. J'ai lu quoi, 120, 130 pages. Alors les chapitres sont très longs. Je sais pas vous, mais moi je sais que je suis incapable d'arrêter un chapitre en plein milieu. Il faut vraiment que j'aille au bout du chapitre si je veux genre me coucher ou faire autre chose. C'est genre ok, mais par contre je vais au bout du chapitre, sauf que là les chapitres sont un peu longs. Donc voilà, il faut vraiment quand je m'y colle que j'ai un peu de temps, mais en tout cas pour le moment c'est plutôt bien addictif. Je tourne les pages assez facilement. Après on est quand même sur une histoire plutôt à l'américaine, hein, avec voilà, cette femme qui un jour découvre que son mari est un assassin et que dans leur garage auquel elle n'avait absolument pas accès, il mutilait et tuait des femmes. Et du coup là son mec est en prison. Jusqu'à ce qu'il soit du coup jusqu'à j'allais dire son jugement dernier, mais c'est un peu ça en fait, puisque il est mince, comme on dit, on reprend, il a donc été jugé coupable et donc eh ben, il va juste mourir puisque du coup il attend la date de son quick en prison. Et du coup, cette peine de mort, bah forcément le personnage principal de Gwen l'attend avec impatience. Alors au début du roman, elle ne s'appelle pas Gwen. Mais en fait, comme elle a été jugée complice des actes de son mari, alors qu'elle était juste absolument au courant de rien, elle a dû du coup fuir sa ville. Pendant son procès, c'est sa mère qui s'occupait de ses deux enfants. Et en fait, depuis, je crois, 8 ans, elle change d'identité et déménage assez fréquemment pour fuir un petit peu tous ces gens qui veulent s'en prendre à elle et qui veulent s'en prendre à ses enfants, considérant que elle n'a pas été jugée justement et que forcément elle était au courant et que forcément elle a participé au meurtre de ces femmes, alors que pas du tout. Donc en fait, elle a construit sa vie autour de cette peur d'être retrouvée, que ses enfants on puisse leur faire du mal. Donc du coup elle change d'identité, les téléphones, elle change les numéros tous les ans, ses enfants n'ont pas le droit d'être sur les réseaux sociaux. Quand ils appellent leur grand-mère, ils n'ont pas le droit de donner des indicatifs géographiques. À un moment, sa fille, Lali, dit à sa grand-mère: ah oui, on va courir souvent autour du... Donc le mot c'est lac, mais du coup, Gwen ne veut absolument pas que sa fille prononce le mot lac parce que la grand-mère pourrait se dire ah bah du coup c'est une ville près d'un lac et du coup ça donne une indication, enfin bref voilà. Elle prend des cours de tir pour avoir son permis, elle a des cachettes secrètes partout dans la maison avec des armes, enfin elle a construit sa vie après le procès autour de cette peur
qu'on la retrouve, qu'on la tue, qu'on lui fasse du mal, qu'on fasse du mal à ses enfants. Donc voilà, et là j'en suis un petit peu au moment où elle décide un peu de s'ouvrir aux autres et que quand il y a son voisin qui vient toquer, d'être un peu moins méfiante, de le laisser rentrer dans sa maison, de lui offrir un petit thé glacé, etc. Bon, j'imagine que dans tous les cas, il va se passer d'autres choses puisque là, dans le lac à côté duquel elle vit, on vient de retrouver le corps d'une femme lestée qui du coup était au fond du lac. Et a priori, ça fait un petit peu écho à ce qu'elle a vécu avec son mari, puisque son mari se débarrassait de ses victimes exactement de la même façon, en les lestant et en les mettant dans un lac. Donc voilà, je sens que le truc va vite dévier vers quelque chose d'un peu glauque et d'un peu haletant. Mais en tout cas, pour l'instant, je passe un excellent moment de lecture, même si voilà, c'est très à l'américaine, hein, faut pas se leurrer, mais c'est un bon moment de lecture. Voilà, sur ce, je vous laisse. Alors, je suis navrée, je pense que ça va peut-être être un petit vlog, mais cette semaine n'a pas été de tout repos et on a des potes ce week-end à la maison. Mais en tout cas, j'essaierai de vous faire deux, trois petites choses malgré tout pour voilà, vous parler à la fois de la fin de ma lecture de Rachel Kane, que j'aimerais bien terminer dans le week-end, et de ma nouvelle lecture. En fait, j'ai remarqué que j'avais un rythme assez constant, à savoir que j'ai un livre que je commence dans le week-end, qui me fait jusqu'à à peu près mardi, mercredi. J'en commence un nouveau le mercredi, qui me fait jusqu'au week-end. Le week-end, je commence un autre. En fait, du coup, je lis à peu près 2 livres par semaine. Alors, je vous avoue que j'aimerais bien être à 3 par semaine, mais en plus, comme c'est des bons brochets que je lis à chaque fois et pas des petits... et pas des petits, voilà, des petits livres, des petits poches, forcément ça demande un peu plus de temps de lecture. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Bonjour à tous, nous sommes samedi, début de week-end. Désolée, j'ai une petite tête. J'ai aidé mon petit garçon à s'endormir pour sa sieste et du coup je suis un peu partie moi aussi. Donc je suis un peu encore comateuse dans le sommeil. Mais je voulais revenir vers vous avec 2 réceptions que du coup j'ai reçues hier. Alors pour tout vous dire, en fait, j'ai commencé à tourner hier soir le début de ma réception et en fait j'ai eu un problème avec la vidéo, ce qui fait que je vous refais une partie de la réception ici. Donc c'est déjà ouvert, bien entendu, le colis a déjà été ouvert. Il s'agit, et quand j'ai reçu le communiqué de presse, c'est tout de suite la couverture qui m'a vraiment attirée du livre Un diamant dans une boîte à chaussures, des éditions que je ne connaissais pas d'ailleurs, les éditions Glyph. Donc là c'est un roman de Sophie Céliez et voilà la couverture que je trouve vraiment très printanière en fait. Je trouvais en fait hier soir quand j'ai tourné la vidéo, je parlais d'une couverture estivale, mais je trouve qu'en fait elle fait plutôt penser à une couverture printanière et ça tombe super bien puisque c'est bientôt le printemps. Et en fait quand j'ai lu le résumé de ce livre, ça m'a tout de suite attirée et je trouve que, enfin vous allez voir, je vais vous lire le résumé, mais c'est je pense le roman parfait à glisser entre 2 thrillers. En plus le Murder Party Challenge se termine le 15 avril et ce livre sort le 12 avril, donc c'est parfait en fait à caler entre 2 thrillers puisqu'il doit me rester bien 8 thrillers à lire, je pense, d'ici le 15 avril. Alors, de quoi il s'agit? Exaspérée par une mère qui déprime depuis trop longtemps, Lucie a eu l'idée du siècle. Fini le deuil, place à un plan qui redonnera à Catherine le goût de la vie. Hélas, ou tant mieux, tirer les ficelles ne garantit pas de contrôler la situation. Et si les surprises devenaient des occasions de changer de regard sur le monde, prenez une trentenaire célibataire façon demi-sœur cachée de Bridget Jones. Ajoutez une pincée de tendance à se mêler des affaires des autres, saupoudrée de relations mère-fille tendres et maladroites. Mélangez le tout avec une bonne dose de situations rocambolesques. Voici le cocktail de ce roman entre feel good et romance. Donc franchement, trop bien. Ah mais c'est une auteure qui vient des Hauts-de-France. Ah ah. Ah mais L'Aubépine, précédent roman, L'Aubépine.
Mais je me demande si je l'ai pas dans ma palle en fait. L'aubépine, ça me dit vraiment quelque chose. Il faut que je vérifie. Absolument. Bref. En tout cas, voilà. Un diamant dans une boîte à chaussures donc que j'ai reçu hier. Un bon petit feel good doublé d'une romance qui paraît le 12 avril. Et comme je vous le disais, c'est parfait à caler entre deux thrillers. Et j'ai reçu un autre livre des éditions Albin Michel. Alors ça, c'est trop cool parce que je crois que cet envoi n'était pas prévu. Enfin, je vais regarder, mais aussi, je me souviens pas. Bon, bref. Oh, trop bien. De Claire Vigarello, où naissent les héroïnes. Non, mais en fait, vous allez voir, c'est la fête. J'ai reçu un petit texto. C'est la fête aux couvertures, genre ultra peps, ultra comme ça. Waouh, on voit la couverture, on se dit oh, trop bien ce livre est beau. J'adore. Oh, en plus il est dédicacé, trop bien. Alors, il s'agit, parce que en fait, ce qui est cool, c'est que je vous parle, je vous dis, oh, la couverture est trop belle, ah, ça a l'air génial, mais vous ne voyez absolument pas ce qu'il y a dessous. Il s'agit du coup du roman Où naissent les héroïnes de Claire Vigarello, donc édité chez Albin Michel. Et celui-ci, il sort le 31 mars. Oh là là, il va vraiment falloir... Là, je vais finir la vidéo et je vais lire, mais en fait... Il faut que j'arrête de travailler. Je pense qu'en fait, la solution, c'est ça. Il faut arrêter de travailler. Il faut que je donne ma démission, que j'arrête de travailler et que je passe mes journées à lire. Sauf que vous voyez un petit peu le problème, c'est que... c'est qu'au bout d'un moment, il faut vivre. Il faut de l'argent pour vivre. Et si j'arrête de travailler, ça va être un petit peu compliqué. C'est-à-dire que je vais être contente. Je vais avoir des heures et des heures entières pour lire. Mais à la fin du mois, je vais me dire, ouh, il y a comme un petit problème. Donc non, c'est pas la solution, mais vous voyez un peu de quoi je parle, c'est-à-dire qu'à un moment, la pile est là et vous avez qu'une envie, c'est de lire tout le temps. Moi, je sais que j'ai envie de lire tout le temps. Je pourrais être avec un livre du matin au soir, mais ça n'est pas possible puisqu'il y a une vie à côté et c'est une frustration des plus totales. Dites-moi si vous partagez cette frustration, vous aussi, mais moi, je l'ai vraiment et elle est quotidienne. Bref. Donc, ce roman, comment faire quand on est d'une timidité maladive, en surpoids, qu'on a un mari en fin de droit aux acédiques et des ennuis au boulot. Transformer sa vie morose en un roman flamboyant, malicieux et follement tendre, réjouissant de bout en bout, ce premier roman de Claire Vigarello est une irrésistible invitation à réveiller l'héroïne qui est en vous. Et si l'héroïne qui était en moi, justement, arrêtait de travailler et lisait toute la journée? Trop bien, une héroïne improbable et pourtant en espérant qu'elle vous touchera, bonne lecture. Il est dédicacé à sa grand-mère. Trop bien. Et elle travaille, cette auteure, dans la production cinématographique, l'écriture de scénario et le montage. Et ça, c'est cool parce que j'ai remarqué que les auteurs qui travaillaient dans le cinéma et qui justement étaient également, notamment scénaristes, avaient une façon d'écrire qui était très rythmée et qui du coup était pour le coup cinématographique et qu'on avait vraiment l'impression en lisant de se projeter un film. Donc ça c'est bien cool. Bon, c'est un petit pavé de 400 pages avec une édition bien riche, mais voilà, si écriture un peu cinématographique comme je l'espère, ça va filer mais comme une lettre à la poste. Donc voilà, les dernières réceptions, vous voyez un peu ce côté peps là dans les couvertures, ça c'est cool, je suis trop contente. Et je suis toujours dans le Rachel Kane, l'ombre de la menace. Là, je lis dans une édition L'Archipel. J'adore. Alors, comme je vous le disais, si je vous en ai parlé précédemment, c'est écrit vraiment à l'américaine. On a envie de sortir les guns, les gros bras et les voitures qui vont vite et
et les arrestations musclées. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'ombre de la menace de Rachel Kane, on va suivre Gina. Gina, c'est une femme qui a 2 enfants, un garçon et une fille, et qui un jour en rentrant chez elle trouve sur le pas de sa porte les pompiers, la police, enfin tout le tintouin. Et en fait elle voit qu'il y a un 4x4 qui est encastré dans son garage et elle se dit ah mince, il y a quelqu'un un peu trop bourré qui a foncé dans le garage de ma maison. Donc là elle s'arrête devant chez elle, elle s'apprête à descendre de la voiture et là elle voit tout simplement des flics qui limite la tiennent en joue en lui demandant de sortir du véhicule. Donc elle comprend pas, elle dit mais qu'est-ce qui se passe, la personne qui a foncé dans mon garage est blessée, c'est quelqu'un qui avait de l'alcool dans le sang et tout. Et là direct les flics disent non mais vous êtes la femme de Melvin Royal, vous descendez tout de suite, on a quelque chose à vous montrer. Donc elle descend, il la palpe et là en fait donc on imagine le 4x4 qui est rentré dans le garage et en fait au niveau du capot de la voiture qui a défoncé le garage, on voit un corps d'une femme nue pendue au plafond du garage. Et là forcément elle se dit c'est quoi ce bins. Donc bien entendu on a le détail de la fuite par bribes. En fait on comprend que Melvin Royal, son mari, exerçait dans le garage de la maison familiale des tortures et des viols de femmes et qu'il les jetait dans un lac pour se débarrasser des corps. Donc lui, bien entendu, est dans le couloir de la mort puisqu'il a été condamné à la peine de mort, qu'elle a été acquittée, mais il n'empêche que les familles des victimes, mais également plein d'autres personnes qui sont complètement contre son acquittement, n'arrêtent pas de la harceler. Ce qui fait que depuis quelques années, Gina, qui est devenue Gwen, fuit, change de maison, change de ville, change d'identité constamment et ses enfants également. Et ce qui fait que là, elle a débarqué dans une petite ville au bord d'un lac, dans une maison qui lui plaît bien, qu'elle a un peu restaurée. Et en fait, là, de nouveau, on se rend compte qu'elle va devoir fuir. Mais en fait, elle est un petit peu bloquée parce qu'elle commence à bien se faire à sa petite ville, hein, qu'elle rencontre un homme qui s'appelle Sam, qu'elle commence à accorder sa confiance. Sauf qu'en fait, un jour, on va trouver le corps d'une femme dans le lac où elle vit. C'est-à-dire qu'elle a une nouvelle maison au bord d'un lac et dans ce lac, on retrouve le corps d'une femme lestée. Pour le moment, le lien n'est pas fait entre son affaire à elle avec son mari qui noyait des corps, etc. et cette nouvelle affaire. Donc pour l'instant, j'en suis là. Et d'ailleurs j'en resterai là sur le résumé parce que après forcément on va partir dans toute autre chose et là clairement je vous en dévoilerai beaucoup trop. Mais toujours est-il que j'avance très bien, c'est hyper addictif, les chapitres sont longs, je me disais au début oh là là non les chapitres sont super longs mais en fait ça passe à une vitesse folle. Enfin voilà, je suis vraiment bien portée par ce livre. Voilà, si on enlève ce petit côté américain, stand de tir, port d'armes, gros flic un peu caïd qu'on impose et tout. Enfin, en dehors de ça, le côté très américanisé, c'est une super lecture et je comprends pourquoi il a plu à beaucoup d'entre vous. Donc là, l'idée, c'est que je m'y colle après avoir filmé cette vidéo. Ah, ceci dit, j'ai une photo à faire. La photo de Fuir l'Éden d'Olivier Dorchamp. Et je pense que je vais faire la photo de ce livre parce que du coup, il est possible que je le termine ce week-end et que je vous publie ma chronique la semaine prochaine également. Bon bref, je vais voir. En tout cas, c'est comme ça. Et après, qu'est-ce que je vais lire après ? Je vais peut-être lire un Fleuve Édition parce que j'ai reçu des épreuves non corrigées de la part des éditions Fleuve. Bref, je vais voir comment je m'organise, mais en tout cas après ce thriller. Ah mais si, je suis censée commencer une lecture commune avec Manon demain de Un long si long après-midi. Non mais vous voyez le problème. Bref, allez, je vous laisse. Il faudrait aussi que je commence mon montage, mais ça je vais le faire ce soir quand mon petit garçon sera couché, que je serai un petit peu plus tranquille. En attendant, je vous souhaite une belle après-midi et je vous reprends demain pour clôturer le vlog.
Et bonjour à tous, nous sommes dimanche et je reviens. Encore un petit texto, décidément, chaque fois que je vous prends, je reçois des textos. Je reviens. Ah mince, je l'ai pas pris. Ah si, il est là. Hop là, avec plusieurs choses pour clôturer ce vlog et je vais essayer de faire vite parce que je n'ai plus beaucoup de batterie. J'ai terminé hier soir L'ombre de la menace de Rachel Caine. Alors j'en ai déjà beaucoup parlé dans ce vlog. Et en fait, je n'ai qu'une envie là, c'est de lire la suite qui est, il me semble, il y a l'ombre de l'assassin et l'ombre du crépuscule. Je crois que c'est ça. Je sais plus dans quel ordre ça, si c'est l'ombre du crépuscule et l'ombre de l'assassin ou l'ombre de l'assassin et l'ombre du crépuscule. Après, l'ombre de la menace, en tout cas, vraiment. Encore une fois, je vais pas en reparler, le côté ultra américanisé, gros gun, grosse arrestation, tout ça, je vais pas revenir dessus, mais toujours est-il qu'il nous tient en haleine de bout en bout, que l'histoire est vraiment top, que on flippe avec Gwen de A jusqu'à Z, qu'on a envie de lui dire mais casse-toi, prends tes enfants, prends ta valise et barre-toi, va te planquer, sauf qu'en fait on se rend compte que malheureusement elle n'a pas le choix et qu'à un moment il va falloir qu'elle affronte ces démons, qu'elle affronte son ex-mari plutôt que de tout le temps fuir, parce qu'a priori quand même ce mec a des ressources assez ouf et en fait il la retrouve toujours quoi. Donc en fait à part rester où elle est et se battre jusqu'au bout, je crois qu'elle n'a pas d'autre choix et c'est ce qu'a priori elle va faire dans les prochains tomes. Il y a du coup un petit soubresaut là sur la fin où on se dit oh merde du coup qui invite forcément à la suite. Mais voilà, je vais pas vous en dire plus que ce que je vous en ai dit précédemment, puisque de toute façon si j'en dis plus je vais trop en dévoiler, mais en tout cas sachez que si vous voulez un thriller addictif qui se lit très bien, en fait allez-y, c'est le livre mais vraiment parfait. Du coup, hier soir, mais j'ai genre enchaîné, c'est-à-dire que j'ai fermé L'ombre de la menace et j'ai pris ça, mais dans la seconde qui suivait. Un long, si long après-midi de Inga Vesper, édité aux éditions de La Martinière, qui est sorti le 4 mars. Et du coup, alors, j'avais un petit peu peur de le commencer aussi proche de ma lecture d'Alabama 1963, puisqu'on est encore sur l'Amérique en pleine ségrégation raciale. On est dans les années 50, ouais, été 59. Mais en fait, franchement, j'ai lu 70 pages et ça passe tout seul. C'est franchement le début de l'histoire est vraiment... Oh non, je l'ai abîmé. Le début de l'histoire est vraiment top. On va suivre, c'est Ruby ou Rudy Ruby, qui est une femme de ménage noire dans un quartier bien friqué de blanc en Californie, c'est ça, à Sunny Lakes. Et en fait, un jour, elle arrive du coup chez l'une de ses employeuses et elle découvre dans la cuisine une mare de sang. Avec les deux petites filles de son employeuse qui sont toutes seules dans la maison. Le père est en voyage, il est absent. Et forcément, qu'est-ce qui se passe quand une femme noire appelle pour signaler un accident, un meurtre, quelque chose, et qu'on la trouve avec deux enfants blanches et la cuisine peinturée de rouge sang? Et ben on l'arrête forcément, mais heureusement, elle tombe sur Mike qui est du coup inspecteur et qui lui va d'emblée dire mais pourquoi vous l'avez arrêté les gars quoi, enfin... Et du coup ça me fait forcément un petit peu penser, alors un petit peu hein, à la relation entre Bud et Adela dans Alabama 1963, mais en tout cas voilà, ça commence vraiment super bien, j'en suis vraiment au tout début, hein, 70 pages c'est rien, j'espère bien avancer aujourd'hui, mais en tout cas franchement c'est un très 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 bon début d'histoire et je suis très contente de l'avoir commencé. Et pour rappel, je le lis en lecture commune avec ma très chère Manon du compte Les Lectures de Manon. Et je voulais vous parler de deux réceptions dont je ne pouvais vous parler plus tôt. Il s'agit de deux réceptions aux éditions Fleuve Éditions. Attention, dégaine le prochain carré de ponte et que quelqu'un vous tende la main qui paraît le 7 avril, donc très 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 bientôt. Je vais très 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 vite le lire.
Karen Pond, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça avec un de ses romans de Noël que j'avais dévoré, que j'avais adoré. Et là, on est sur quoi? Le Jardin des Cybèles est une maison de repos qui accueille des personnes abîmées par la vie. Cet été-là, elle ouvre ses portes à 2 nouvelles pensionnaires, Valérie et Anna. Quelques jours après leur arrivée, elles font la connaissance de Charline, la propriétaire d'une pâtisserie voisine. Ce lieu chaleureux devient un véritable refuge pour les 2 femmes qui adorent s'y retrouver pour déguster des gâteaux tout en bavardant. Mais une nouvelle dramatique va chambouler l'existence de Charline et perturber ce fragile équilibre. Valérie et Anna décident alors de mettre leur propre souffrance de côté pour épauler leur amie dans cette terrible épreuve. Toutes 3 embarquent pour une virée au bord de la mer. Le temps de ce séjour improvisé, elles comptent bien réapprendre à profiter de la vie. Parfait, Karen Pond. Un bon feel good qui va très très bien passer, j'en suis persuadée. Et j'ai reçu aussi, alors je vous mettrai la couverture officielle quelque part par là, puisque là c'est les épreuves non corrigées. Il s'agit du livre Les Intrépides de Hervé Homer qui sort le 17 mars prochain. Combien il fait? 330 pages. Et quand j'ai lu le résumé, ça m'a bien attirée. Entre voisins, dans notre immeuble, les rapports sont bons parce qu'ils sont inexistants. Au premier, il y a Bastien, ce rêve qui se rêve en businessman et ne moisira pas ici. Au-dessus, Suzanne est revenue finir ses jours dans le 2 pièces où tout a commencé. Dave Missouri rase les murs, on ne sait rien de lui si ce n'est son nom bizarre. Quant à Valérie et moi, nous avons emménagé 20 ans plus tôt dans notre nid d'amour. Aujourd'hui, nous ne nous parlons quasiment plus. Un jour, une lettre nous informe que l'immeuble va être mis en vente. Nous tous, les locataires, nous serons bientôt mis dehors. Ce jour-là, pour chacun d'entre nous, tout bascule. Je pense que ça va être cool. Alors, a priori, Hervé Comer quand même a plutôt l'habitude d'écrire des polars et là il signe son premier roman de littérature générale, comme on dit. Mais toujours est-il que j'aime beaucoup, ça me fait penser un peu à... Enfin, ça me fait penser un peu. Le lien est très vite fait hein, quand même à l'élégance du hérisson, du coup, avec tous ces habitants de l'immeuble qui passent voir cette fameuse... gardienne d'immeuble, enfin voilà, dans un immeuble parisien plutôt huppé. Et du coup, j'aime bien des fois, ça me fait aussi penser à la valse. La valse. Mince. Pareil, je vous mettrai la couverture là, un livre que j'ai lu il n'y a pas si longtemps. La valse des quoi? Bref, je vous mettrai la couverture là, pareil, qui édité chez Fleuve et qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, où c'est dans un seul et même café, plein de personnes qui se croisent avec des histoires de vie complètement différentes. Là, c'est pareil. Voilà, j'imagine un seul et même lien, une espèce de huis clos, un immeuble avec plein de personnes qui vivent forcément à proximité les unes des autres, mais qui ne se côtoient pas clairement. Mais il y a un événement qui va faire que d'un coup, ils vont tous se côtoyer. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais clôturer le vlog maintenant. Je vais finir de le monter, je vais le charger, je vais le publier. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié de prendre en photo la vignette, puisque la dernière fois, j'avais zappé de prendre une photo pour la vignette. Ce qui fait que j'ai tapé dans la vidéo, en fait, dans le vlog, en surfant sur le vlog, sur la vidéo ultra ralentie pour choper une image de ma tête pas trop pourrie. C'était pas foufou non plus hein, donc franchement, mais là cette fois-ci j'ai fait ma photo de vignette, donc il y en aura une potable. Voilà, bon écoutez, je vous souhaite un bonne fin de journée, bon dimanche, un bon début de semaine, et je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux et sur Instagram et sur YouTube. On a dépassé les 500 abonnés. Alors moi je trouve ça complètement dingue en fait, à chaque fois tous les jours quand je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes blogs, à suivre mon compte Instagram. Enfin voilà, c'est super gratifiant, enfin voilà, j'aime trop nos échanges, j'aime trop ça. Et voilà, donc c'était juste une petite occasion pour vous remercier voilà, d'être présent chaque semaine, de laisser des petits commentaires et de venir papoter avec moi sur Instagram. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne semaine à venir.